podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire. Le débat aujourd'hui, c'est celui qui entoure un objet très particulier, celui qu'on a pris l'habitude d'appeler le Saint-Suaire ou le suaire de Turin. Un objet qui date du XIVe siècle, mais qui continue d'alimenter tous les fantasmes, toutes les controverses. Le médiéviste Nicolas Sarzeau nous aide à comprendre l'histoire de cet objet si spécifique. Vous retrouvez comme toujours les références citées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur YouTube ou encore sur Twitter, @paroledhist. Merci et bonne écoute. Bonjour Nicolas Sarzeau. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'EHESS, vous travaillez sur ce qu'on appelle le suaire de Turin, on va revenir sur cet objet. Il y a un objet qui est intéressant à la fois en tant qu'objet médiéval, inscrit dans sa propre histoire médiévale, dont on sera amené à parler, mais aussi dans un premier temps, on va le présenter en tant qu'objet qui fait controverse, qui fascine, qui attire les foules. 2 millions de personnes ont vu sa dernière ostentation, je crois que c'était en 2010. Voilà, donc c'est un objet évidemment qui est devenu très très emblématique pour le christianisme. Et du coup, on va essayer de poser les problèmes que ça pose pour l'historien, d'autant que ça renvoie, un petit peu comme la controverse sur Alésia, où est localisée Alésia, ça renvoie à des questions fortes sur l'administration de la preuve, sur ce que peut l'histoire en tant que discipline critique. On va essayer de faire le point un petit peu sur tout ça. En commençant peut-être par vous poser une première question, qui est une question de vocabulaire. Cet objet qu'on a coutume d'appeler le suaire de Turin, finalement, comment il s'appelle et à quoi ça correspond? Alors, peut-être à quoi ça correspond d'abord, c'est peut-être la façon la plus simple de commencer. C'est-à-dire, c'est un grand linge en lin, donc une fibre végétale, qui fait à peu près 4,30 m par 1,10 m, et qui porte 2 empreintes ocre jaune du corps du Christ, en tout cas de la représentation, selon la représentation classique du corps du Christ, avec son canon de visage notamment, les barbes bifides, chevelu, le front haut, le nez aquilin, enfin on le reconnaît très bien. Et puis rehaussé de taches brunes rouges, brun rouge de sang, qui évoquent évidemment les taches de sang de la Passion, la crucifixion, la plaie au côté, la flagellation et les traces aussi de la couronne d'épines. Et donc cet objet, effectivement déjà le nommer c'est pas si simple, parce qu'évidemment dès lors qu'on le nomme, évidemment bien sûr on le qualifie d'une manière ou d'une autre. Si on l'appelle Saint-Suaire en particulier, clairement on lui attribue un statut de relique. Voilà, on se range dans le camp de ceux qui disent que c'est l'objet authentique dans lequel on aurait enveloppé le corps du Christ. Oui, en tout cas, on lui reconnaît son statut de relique. On peut aussi l'appeler image, et alors à ce moment-là on se place dans l'autre camp. On peut l'appeler drap, on peut l'appeler linceul. Et effectivement, c'est déjà d'emblée piégé, parce qu'effectivement, dès qu'on dit quelque chose, on entend déjà de quel camp on est. Par exemple, les défenseurs de l'authenticité qui eux-mêmes ont fondé une petite discipline où ils défendent l'authenticité qui s'appelle la syndonologie, sur laquelle je pense on va beaucoup revenir, eux-mêmes donc parlent toujours de linceul et refusent l'appellation suaire parce qu'ils se réfèrent à l'étymologie du mot grec soudarion, qui veut dire linge donc linge funéraire mais de tête et pas linge entier de corps, et donc ils font un départ assez strict entre les suaires et les linceuls. Moi, en tant que médiéviste qui fait de l'histoire sociale, mon parti pris c'est toujours d'utiliser l'usage de la société que j'étudie et la façon dont la société que j'étudie le nomme. Donc je le nomme toujours Saint-Suaire parce que au Moyen-Âge on l'appelle Saint-Suaire dans les sources. Donc je le fais pas pour prendre un parti sur l'authenticité, mais je le fais pour le reconnaître dans son identité médiévale. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, il est plus couramment nommé Saint-Suaire que linceul. Mais on voit d'emblée que chaque mot est piégé, rien n'est innocent dans ce dossier, et on a très souvent ce genre de débat sur les forums, ce genre de choses. Quelqu'un qui dit suaire est repris par un partisan de l'authenticité qui va dire mais non, linceul, c'est un linceul, c'est pas un suaire. Enfin, tous les gens qui sont un peu savants savent ça, quoi. Alors, ça a donc donné naissance à une discipline avec beaucoup de guillemets qui se nomme la syndonologie donc syndon, voilà, qui est un terme qui grec, voilà, c'est l'origine. Et donc les syndonologues sont les gens qui étudient les linceuls et qui étudient en particulier ce linceul. Ouais. Donc ça s'est constitué, ça se serait constitué comme une sorte de champ à part entière du savoir. En tout cas, c'est ce que revendiquent les gens. Ça se revendique comme ça. La syndonologie, c'est un groupe de gens qui travaillent sur le suaire et qui se sont nommés tels à partir des années 30 à peu près, donc c'est quand même assez ancien, et qui depuis lors essayent de faire des recherches sur le Saint-Suaire qui visent toutes en vérité à démontrer l'authenticité du Saint-Suaire. C'est un peu comme l'ufologie, je m'appuie beaucoup sur l'ufologie parce qu'il y a un livre excellent de Pierre Lagrange, le sociologue qui lui travaille sur les ovnis et qui a un peu les mêmes problèmes, qui en sociologue des sciences essaie de nommer un peu cette discipline. On peut parler de parascience, c'est-à-dire que c'est un champ de recherche, mais un champ de recherche où on a toutes les méthodes qui ressemblent à des méthodes scientifiques,
mais qui ne présente jamais les garanties académiques qu'on attendrait d'une science ordinairement. Et avec de l'autoréférencement, avec de l'autoréférencement en cercle fermé finalement où les syndologues se citent eux-mêmes. Exactement. Et puis les contre-arguments sont toujours écartés parce que c'est des gens qui ont intérêt à dire que le suaire est un faux et donc on prend jamais au sérieux leur... C'est un de ces dossiers où on peut être traité de négationniste par exemple par les syndologues. Comme quoi on nie un argument qui est selon eux un argument qui a été démontré par les syndologues. Oui, en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi en tant qu'historien évidemment, par exemple les syndologues qui travaillent sur l'histoire du Saint-Suaire, je vais jamais les citer sauf au 4e degré. Mais pour les syndologues, ce sont eux les vrais experts de l'objet et ce sont eux les experts les plus en pointe puisqu'ils sont des syndologues. Le truc c'est qu'effectivement tous les syndologues défendent l'authenticité de l'objet, il n'y a pas un syndologue qui défend une autre thèse, et moi en tant qu'historien qui travaille sur le Suaire, ça me ferait mal d'être appelé syndologue. Enfin c'est vraiment, évidemment, il y a une frontière qui est très intéressante à regarder parce qu'effectivement elle fonctionne sur des circuits assez fermés, et le circuit est fermé parce qu'il y a de l'autoréférencement, mais aussi parce qu'il y a un désintérêt total des syndologues, et c'est là où je pense que ça mériterait d'être fouillé par quelqu'un qui s'y maîtriserait plus la sociologie des sciences que moi. Moi je vais le faire rapidement dans mon travail, mais c'est pas tout à fait le cœur de mon travail. Mais c'est qu'en fait cet autoréférencement c'est aussi des méthodes propres, c'est-à-dire qu'on trouve dans ce dossier des tas de méthodes qui sont utilisées par les syndologues sur les suaires mais qui sont jamais appliquées ailleurs. Par exemple, on a étudié les pollens sur le Saint-Suaire, sauf qu'en fait dans aucun musée on étudie les pollens, mais eux ils l'ont étudié, ils ont fait un groupage sanguin du sang sur le Saint-Suaire. Sauf que les groupages sanguins, quand on regarde dans les manuels d'archéologie, ça pose 1000 problèmes parce qu'il y a des micro-organismes qui répondent aux tests, mais tout ça ils le regardent pas parce qu'ils ne regardent pas les références de l'archéologie classique, mais ils font leur propre corpus de méthodes pour le Suaire de Turin, et en plus ils appliquent aussi ces méthodes, ils élargissent le champ puisqu'il y a aussi d'autres linges qui les intéressent où ils vont répandre comme ça leur avec toujours comme idée que ça va être un point convergent, un point d'appui pour arriver à prouver évidemment l'authenticité du suaire. Donc ils vont faire ils ont par exemple selon le Suaire d'Oviedo est sans doute le plus connu, qui est aussi, les syndologues essayent aussi de démontrer que il est authentique avec le Suaire, qu'ils se correspondent, qu'ils ont les mêmes caractéristiques, qu'ils ont des pollens, qu'ils ont le même groupe sanguin, ce genre de choses. Selon des érudits souvent un peu locaux rajoutent à chaque fois le voile de Manopello, la tunique d'Argenteuil, etc. Alors là il y a un colloque qui au moment où on enregistre va avoir lieu tout bientôt, mais qui sera sans doute passé quand ce sera diffusé, mais qui est un colloque sur la Sainte Coiffe de Cahors, et apparemment là encore il y a tout un petit milieu qui essaye de démontrer que ce serait authentique, que ça correspond avec les traces du Saint-Suaire. Enfin il y a comme ça, c'est un champ qui comme ça vient conquérir d'autres objets à partir du Suaire de Turin. On le voit très bien en particulier quand on regarde la page Wikipédia du Suaire de Turin, c'est très intéressant parce que moi je l'ai regardé après vous avoir lu des textes que vous m'avez conseillés, etc. Et en la regardant, on se rend compte à quel point cette page, apparemment, elle répond aux critères d'objectivité de Wikipédia, mais en fait, quand on la lit de près, on se rend compte à quel point tout est orienté très subtilement pour faire planer le doute sur les preuves véritablement scientifiques, et puis pour montrer que tel personnage a prouvé telle chose, et l'emploi du mot prouver, il est toujours dans un sens, c'est toujours les syndologues qui prouvent et les autres qui prétendent. C'est toujours ces verbes-là qui sont employés, et notamment ça m'a beaucoup frappé de voir que lorsqu'il est question des expertises au carbone 14, on va sûrement en reparler, là on ajoute que ça donne des probabilités et ça donne pas des faits, alors qu'évidemment le carbone 14 permet de dater, évidemment dans une fourchette, c'est pour ça qu'on parle probabilité, mais permet de dater avec des certitudes, et bien là on dit c'est des probabilités. Donc voilà, très subtilement les syndologues, on voit bien que Wikipédia finalement c'est un des terrains sur lesquels ce conflit se joue. Wikipédia c'est super intéressant parce que on sent très bien. En plus, il y a la page de discussion qui est très amusante, que j'ai lue aussi, où dans la page de discussion, donc c'est l'arrière-cuisine, quoi, c'est là où on discute les différentes théories. Et donc là c'est le champ de bataille, mais vraiment c'est assez violent, chacun là on peut se faire traiter de négationniste, on a tout ça. Et on voit qu'en fait tout ça est le produit d'un compromis qui ne plaît pas du tout aux syndologues, puisque d'emblée il est dit que le carbone 14 date sans ambiguïté le Suaire du XIVe siècle, puisqu'il y a une étude au carbone 14 donc en 88 qui date le Suaire du XIVe siècle. Avec 3 laboratoires différents qui sont arrivés au même résultat, donc 14e, éventuellement 13e, 14e. Fin 13e, 14e siècle. Et là, par exemple, récemment, j'ai vu ça, il y avait quelqu'un qui avait changé, ça a été remis en 5 minutes, un robot a remis ce qu'on appelle les guerres d'édition. Voilà, les guerres d'édition, donc c'est absolument passionnant à regarder, là encore, pour comprendre un peu comment on fait comment on construit une vérité médiatique, parce qu'en fait c'est essentiellement ça le but, effectivement, c'est de donner l'impression que le Suaire est authentique ou qu'il ne l'est pas, ce qui alimente en retour des unes régulières de magazines grand public sur le mystère du Suaire, l'énigme du Suaire, le problème, le défi, etc. Ce qui est très amusant, parce qu'en fait c'est assez paradoxal puisque le Suaire est en fait un objet très bien connu. En tout cas pour les sources, on a plein de sources pour cet objet qu'on n'a pas pour d'autres. C'est un objet qui est assez caractéristique, pour des caractéristiques
visuel qui fait que on le repère quand il est là dans l'histoire et enfin c'est pas du tout un objet aussi mystérieux qu'on le voudrait, mais c'est un objet surtout sur lequel il y a un bruit énorme. C'est ça qui crée le mystère, c'est le bruit généré par le bruit des gens qui parlent du mystère. Voilà, c'est quand ça. Il n'y a pas de mystère. Qui font ce bruissement de fond qui rend parfois compliqué sur chaque question de dire bah, attendez, alors est-ce que c'est vrai qu'il y a par exemple du sang sur le sensuaire? Bah on est obligé d'aller se référer à 15 études qui disent toutes des choses différentes, qui se contredisent même quand elles sont d'accord sur le principe qu'il y en a, qui disent qu'il y en a pas. Enfin c'est à chaque fois chaque question comme ça crée un mini débat où il faut se plonger à fond et avoir le cœur bien accroché pour. Alors un petit détour par le religieux pour savoir quel est, au regard de l'Église catholique aujourd'hui, le statut de cet objet. De fait, c'est un statut d'image. Donc c'est pas une relique. C'est pas une relique, puisque le carbone 14 était l'étude qui devait terminer le protocole scientifique. Donc l'Église elle-même a accepté et validé. L'Église elle-même a accepté et validé le carbone 14, mais l'Église elle-même a toujours pratiqué dans ces matières-là on peut appeler ça une forme de libéralisme, on va dire, qui consiste à laisser les gens croire que le suaire est authentique, voire même, à vrai dire, quand on écoute par exemple les discours de Jean-Paul II et de Benoît XVI devant l'objet, à pratiquer cette politique du mystère qui consiste à dire oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est un défi à l'intelligence, c'était la grande phrase de Jean-Paul II, ce qui consiste à dire oui, alors d'accord, bon, le carbone 14 a dit ça, mais il reste tellement de choses à expliquer que c'est pas sûr qu'en fait il est du XIVe siècle. Voilà, le tissu date du XIVe siècle, mais on comprend toujours pas comment une image aussi ressemblante de Christ peut être dessus, donc il y a bien quelque chose. Donc il y a forcément donc, quelque même chose. Si le tissu lui-même est médiéval, finalement il y aura toujours, on instille toujours peut-être ce doute. Voilà, on instille ce doute. Alors d'un côté on dit que c'est une image, on la vante en tant qu'image, ça on dit vous pouvez toujours aller prier devant puisque c'est une image du Christ et qu'elle permet de méditer sur la passion, donc vous pouvez toujours aller prier devant, mais sur le statut propre, on a une forme d'ambiguïté, et surtout quand on va à Turin aujourd'hui, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste où l'objet se trouve, on a des gens de la confrérie du Saint-Suaire qui vous distribuent des petits prospectus sur lesquels on vous raconte un voyage imaginaire du Saint-Suaire à travers l'Orient entre le 1er et le 14e siècle, et on vous dit que le suaire est authentique, que bien sûr ça a été démontré. Enfin, et tout ça se passe dans l'église, et ça se passe avec le regard bienveillant de l'église de Turin. Donc voilà. Et par contre, de fait, comme le débat est clos, il n'y a plus d'études qui sont faites aujourd'hui sur l'objet directement. Il n'y a plus d'échantillons qui sont extraits de l'objet. Il y a toujours des études, mais c'est à partir d'échantillons qui se baladent. Par exemple, il y a eu une datation en 2010 à partir d'une fibre qui s'était retrouvée dans un aspirateur dans les années 70, paraît-il, et qui a été redatée de l'Antiquité par un bienheureux Giulio Fanti, un syndodologue, qui a dit bah oui, ça date de l'Antiquité. Alors cette étude est assez amusante, mais là l'archevêque de Turin pour le coup a dit non, mais on sait pas du tout d'où elle vient cette fibre. Et elle est aussi intéressante cette étude parce qu'en plus elle a été faite à partir de techniques qui n'ont jamais été appliquées pour la datation des linges. Donc on est dans ce genre de cas dans la rigueur à 100%. Exactement. On le voit bien. Alors effectivement aujourd'hui donc plus d'études commandées. Il y a eu cette grande phase des années 70-80 avec là investissement massif. On a dit qu'on avait utilisé des instruments de la NASA, etc. Mais pourtant c'est pas cette phase-là qui est la phase initiale du débat. À vous lire. C'est fin 19e début 20e siècle que se jouent beaucoup de choses. Se joue beaucoup de choses à la fois pour la popularité du suaire avec la photographie et puis aussi pour sa remise en question sur le plan scientifique. Alors peut-être qu'on peut éclairer ce moment très particulier des années 1898, 1901, 1902. En fait, c'est vraiment un débat passionnant et là aussi qui éclaire beaucoup l'histoire contemporaine, bien plus que l'histoire médiévale. C'est en 1898, il y a eu l'exposition générale de Turin et l'objet était plus très important, encore une relique locale qu'on montrait de temps en temps, mais vraiment d'une importance moindre. Au passage, peut-être qu'on peut dire que c'est loin d'être la seule relique du Christ. Au Moyen-Âge, y compris à l'époque contemporaine, on a parlé tout à l'heure de la tunique d'Argenteuil, mais au Moyen-Âge, il y a des dizaines, il y a presque une industrie médiévale des reliques du Christ. Évidemment, la Sainte Couronne d'épines, la Sainte Chapelle, la Sainte Lance, des suaires, en veux-tu en voilà, 14 Saint Prépuce, dont un en Anvers. Enfin, voilà, il y a vraiment une massification des reliques, notamment des reliques. Exactement. Et moi, c'est l'un des aspects sur lesquels je travaille, on y reviendra sans doute, sur cette question de comment c'est possible d'avoir des reliques multiples qui fonctionnent. Et pour les suaires, effectivement, c'est assez impressionnant, puisque moi j'en ai recensé à peu près 80 pour le Moyen-Âge. Et je compte que les linges funéraires, alors ça peut être des mentions pour lesquelles on n'est pas exactement sûr de exactement si c'est un fragment, si c'est un linge entier. Mais si on rajoute les saintes faces, qui sont des saintes images du visage du Christ dans un linge, qui sont des objets finalement dont la typologie est assez proche du Saint-Suaire, on a un barda de linge et de linge imprimé, de linge sanglant, puisque un certain nombre de ces suaires est sanguinolente, donc on a des effusions de draps et de sang et d'empreintes qui sont sur plein d'images au Moyen-Âge. De sorte que effectivement à la fin du Moyen-Âge, quand l'objet apparaît, ce qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, c'est pas du tout le principal objet. Il va le devenir pendant la Contre-Réforme, et puis ensuite il va connaître ce déclin qui nous amène au 19e siècle,
où sa redécouverte passe par la photographie, et ça c'est vraiment passionnant. Alors là on est donc en 1898, on a fait cette parenthèse, mais on revient à cette exposition de Turin. Voilà, pendant l'exposition on le photographie, c'est Segundo Pia qui l'a photographié, qui est un notable d'Asti, et en le photographiant, il voit apparaître sur la plaque photographique le négatif, et comme l'image, en fait, on ne voit pas grand chose sur l'image puisqu'elle est très diaphane, cette empreinte, c'est en négatif que l'image ressort et donne tout son potentiel. Ce qui crée un débat absolument passionnant entre des gens qui considèrent que, puisque c'est en positif dans le négatif, c'est que le Saint-Suaire est une photographie. Et que donc, il est forcément authentique, puisqu'un peintre médiéval n'aurait pas pu faire une photographie. Et d'autres gens qui disent que l'argument ne tient pas. Mais surtout, il y a tout un discours autour de cette apparition photographique qui est absolument passionnant, que plusieurs auteurs ont étudié, notamment Pierre-Olivier Dittmar, qui parle de cette apparition photographique, à juste titre. Ce miracle photographique, et c'est un miracle autorévélateur. C'est le miracle qui fait apparaître l'image et l'authentifie dans la foulée. Donc c'est pour le statut de l'image contemporaine, c'est absolument passionnant. Et en fait, qu'on est à une époque où on fait des photographies qui font apparaître de l'invisible. Évidemment. Les photographies liées au spiritisme. Exactement, ouais, c'est quelque chose qui... la photographie n'est pas le simple décalque du réel, c'est aussi un moyen d'accès à de l'invisible. Exactement, à ce moment-là, on pense vraiment que la photographie va nous donner accès à des choses qu'on n'avait pas jusque-là, et c'est Pierre-Olivier qui le démontre très bien. Il parle non plus de la première radio de Röntgen, qui doit avoir lieu 2 ou 3 ans avant. La première expérience au rayon X qui permet de voir l'invisive. Voir l'os d'une main. Donc effectivement, on est c'est très porteur pour une photographie hydraulique. Et donc c'est, je pense, vraiment un moment important de l'histoire de la photographie cette espèce de conquête de la photographie par le religieux. Et d'ailleurs, même Roland Barthes, dans son livre sur la photographie très célèbre, là, dont le nom m'échappe, mais il parle du Saint-Suaire. Enfin, c'est un peu une figure incontournable, puisque la Véronique est déjà la Véronique, qui est donc celle qui a fait la Sainte Face du Christ, est déjà la patronne des photographes. Donc il y a la Vera Icona, la vraie icône. Il y a une sympathie entre la photographie et l'image sainte qui est assez qui est d'emblée présente. Et du coup, ça acquiert une popularité dans la foulée de cette photographie qui va être diffusée, reproduite, la presse s'en empare. La presse s'en empare, la presse catholique essentiellement s'en empare, aussi les journaux de photographie. Et donc il y a tout un débat qui est passionnant à regarder. Il y a aussi une querelle, des querelles qui naissent de là, une grosse polémique d'emblée sur cette question de l'authenticité, notamment avec Ulysse Chevalier, qui est donc un bollandiste, qui lui va sortir toutes les sources des archives, notamment de Troyes, puisque l'objet apparaît à Troyes à la fin du XIVe siècle. À Troyes en Champagne. En Champagne, pardon. Ouais. Oui, non. Parce que tant qu'à parler de lieux imaginaires et traces difficiles. On va rester sur les. C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, donc à Troyes en Champagne, à Liray en fait, à côté de Troyes en Champagne. Et il ressort toutes les sources et lui dit ça date du XIVe siècle. Alors c'est un personnage peut-être sur lequel on peut dire un mot, parce que on s'attendait pas forcément à ce que la critique documentaire vienne de ce personnage, donc Ulysse Chevalier, qui va être lui-même très très attaqué, très critiqué. Oui, ça va être. C'est pas simple pour lui d'essayer de prouver la non-authenticité du l'histoire. Rappelons qu'en 1901, 1902, quand il écrit, évidemment il n'y a pas encore ces analyses au carbone 14 qui elles sont irréfutables. Donc là c'est un argument qui est textuel. Alors on pourra revenir longuement sur cet argumentaire parce que c'est absolument passionnant de voir. Alors voilà, l'historien positiviste dit là en 80 ans avant le carbone 14, on donne la datation qui coïncide avec juste les sources de l'époque. Et en fait les sources de l'époque, il y a un texte des sources de l'époque, qui est le texte de l'évêque de Troyes, qui dit que c'est une image peinte. Pas forcément, il dit pas peinte, il dit dépeinte, parce qu'en fait tout ça crée en fait à chaque fois toute une littérature. On sait pas si l'objet a été peint, mais il dit dépeint, ce qui veut, comme en français dépeindre veut juste dire figurer. Mais il dit que l'objet a été dépeint, et en vérité quand on regarde le dossier du XIVe siècle, personne ne prétend que l'image est ancienne et personne ne prétend que c'est une relique. Tout le monde parle d'une simple image. Peut-être qu'on reviendra sur cet aspect de la question. Mais de fait, il sort tout ça des archives, et en le sortant, il se retrouve dans une vraie querelle avec les défenseurs de l'authenticité de l'époque. Et la querelle est très violente des deux côtés d'ailleurs. Et c'est pas du tout une question c'est très très dur d'emblée. Et effectivement, c'est ce milieu bollandiste qui est un milieu qui veut... Peut-être rappelons un mot, qui sont les bollandistes. C'est une congrégation et un groupe de religieux qui précisément veulent un peu rationaliser l'étude du christianisme et rationaliser le christianisme. Donc en fait, c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de s'attaquer un peu à ce type de relique. D'autant qu'on est à une période où on est une trentaine d'années après la vie de Jésus de Renan, qui avait déjà posé le même type de problème, c'est-à-dire quel crédit accorder au surnaturel, peut-on faire la critique documentaire de textes qui au départ sont des textes religieux. Donc c'est des gens qui s'inscrivent plutôt dans la démarche critique telle qu'elle est formalisée à l'époque par les historiens dits positivistes, méthodiques. Langlois-Seignobos, leur manuel, c'est 1898, donc on est vraiment dans ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. Et donc effectivement, son travail est un travail
simplement sortir les sources et les interpréter. Et de fait, lui va être attaqué par l'Église, enfin par certains membres de l'Église. Il va faire l'objet d'un procès. Il y a un très beau livre, mais c'est en italien, de Andrea Nicolotti, qui s'appelle Il processo negato, qui parle de ce procès qui a été nié, puisque le procès a finalement été rangé, mis sur le côté, parce que l'Église a dû statuer, et a statué que Lise Chevalier avait raison, mais n'en a pas tiré les conclusions, à savoir, à ce moment-là, n'a pas considéré qu'il fallait arrêter la dévotion au Saint-Suaire. Les archives du Vatican sont très riches de ce procès qui éclaire beaucoup cette période de la fin du XIXe siècle. Bon bref, en tout cas, tout ça est très dur. Ça va se calmer à partir de 1903. Mais c'est à partir de ce moment-là que des groupes de défenseurs de l'authenticité se forment et vont petit à petit se structurer, établir leurs objectifs et essayer de démontrer plusieurs points qui doivent mener à l'authenticité du Saint-Suaire. Et essentiellement un point qui est de dire cette image n'a pas pu être faite de main d'homme, en fait, qui est vraiment l'argument central, qui est de dire cette image est trop parfaite, elle n'a pas pu être faite de main d'homme. Donc il faut qu'il y ait eu une intervention miraculeuse à un moment ou à un autre, et bien sûr, l'intervention miraculeuse, c'est la toute première théorie, c'est la foudre de la résurrection qui frappe le suaire et qui crée l'image. Donc c'est cette théorie qu'on essaye de démontrer, et dans les années 30, ces groupes de défenseurs d'authenticité vont prendre le nom de syndénologues et commencer cette longue histoire qui nous amène jusque dans les années 70. Est-ce qu'ils ont une explication qui permet de dire comment de Jérusalem ou des abords de Jérusalem, du Golgotha, le suaire serait arrivé jusqu'à une petite église de Champagne en transportant tous ces pollens En transportant tous ces pollens. Ils ont 5 ou 6 explications différentes pour ça, mais jamais de mention directe. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune mention décrivant un objet présentant les particularités du Saint-Suaire qui sont quand même assez significatives, qui est cette double empreinte. Ils vont mentionner tout un tas de textes qui se rapportent à des objets proches. On a 2 ou 3 textes du 10e, 11e, 12e qui mentionnent par exemple un linge porteur d'une empreinte, avec parfois l'impression que c'est bien l'empreinte d'un corps. Mais c'est pas totalement étonnant dans une logique où il y a plein de saintes faces qui se prennent partout. Il est très possible qu'il y ait eu d'autres linges porteurs de l'empreinte d'un corps. Mais jamais la double empreinte, et jamais un objet, jamais une mention qui soit au cœur d'un réseau de sources qui nous permettent de dire oui, là il y a bien un objet qui correspond à ça. Je pense qu'il y a un grand problème en fait qui est au cœur de tout ça, qui me semble moi être un grand problème presque ontologique de la question de cette vraie image, qui est qu'en fait c'est la question de l'apparence du Jésus historique. C'est que aucun texte ne décrit l'apparence de Jésus. Au Moyen-Âge, on a une lettre apocryphe qui dit que le Christ ressemble à sa représentation classique. Mais en fait, c'est une construction qui s'est imposée à la fin de l'Antiquité. Oui, les évangiles ne décrivent pas le Christ. Et donc, ce qui est très curieux, c'est que, en fait, le Christ du XIVe siècle ressemble exactement à ce qu'un chrétien du XIVe attend du Christ. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les cheveux longs, la barbe, tout est parfait. On regarde les beaux dieux de Reims, d'Amiens, on regarde les sépulcres rénants, qui sont des objets très très proches, des images très très proches du Saint-Suaire. On a la même chose, et puis si on rajoute en plus les traces de flagellation et les traces de la couronne d'épines, c'est des éléments de datation 13e, 14e en histoire de l'art. On trouve pas de traces de crucifix, de flagellation avant la fin du XIIIe siècle. Donc l'image en fait correspond exactement à la dévotion du XIVe siècle. Et là, ça posera un énorme problème aux syndénologues qui vont eux renverser le problème et expliquer que le Saint-Suaire est l'image qui a inspiré tous les Christs médiévaux, que c'est l'image mère de tous les Christs médiévaux, que au fond au tout début de l'Antiquité, elle était déjà, enfin à la fin de l'Antiquité plutôt, mais au tout début du Moyen Âge, elle était déjà connue et que c'est elle qui a inspiré toutes les images du Christ. Est-ce que ça n'aurait pas laissé des traces au passage? Et alors c'est ça qui est formidable, c'est que bien sûr, cette inspiration, elle est dans les catacombes du IIIe siècle de Rome, mais aucune mention du Suaire dans aucun texte. Donc là, ouais, c'est une inspiration qui inspiration silencieuse. Inspiration silencieuse. Alors il y a tout un tas de techniques qui nous ramènent à toutes ces techniques de syndénologie qui consistent par exemple à calquer des images les unes contre les autres ou à relier des points et à dire il y a trop de points de ressemblance, ça doit être une image copiée d'après le Saint-Suaire. Ce qui évidemment a aucune valeur en histoire de l'art, on pratique jamais ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des méthodes qu'on n'utilise jamais en histoire de l'art, parce qu'elles ne donnent rien, d'autant que copier au Moyen-Âge, ça veut pas dire copier avec un calque nécessairement, ça veut dire tout à fait autre chose. Moi je travaille sur les copies du Saint-Suaire, il y en a plein et elles présentent pas du tout les points de concordance, donc c'est parce que ça les intéresse pas de savoir comment on copie au Moyen-Âge, ce qui les intéresse c'est de démontrer en utilisant des arguments comme il y a autant de points que de points nécessaires pour condamner quelqu'un avec ses empreintes digitales, il faut 20 points, et là il y en a plus, donc bah, c'est vrai. Ça n'a aucun rapport évidemment, mais c'est ce type de discours parascientifiques qui sont très intéressants à regarder, mais qui évidemment, quand on est historien, sont pas très convaincants.
Alors peut-être laissons de côté les synonologues et un peu leurs élucubrations plus ou moins bien logiquement construites d'un point de vue interne, mais voilà, dont on voit bien qu'elles se heurtent toujours à des arguments finalement tout à fait solides du côté de l'histoire. Pour revenir, peut-être pour remédiévaliser l'objet et le saisir dans son contexte médiéval, vous disiez au départ, et ça je pense que c'est vraiment important de le rappeler, c'est un document, enfin plutôt c'est un objet, le suaire, qui est très bien documenté dès l'époque médiévale, aussi bien par des textes que par des représentations, puisqu'il existe sur 2 objets, un moulage en plâtre, une bande de plomb, de pèlerin, qui finalement attestent à la fois son existence et puis un certain nombre de ses usages sociaux. Alors, est-ce que peut-être on peut dresser un petit tour d'horizon de ces sources contemporaines? Alors l'objet effectivement apparaît au XIVe siècle et il est vraiment passionnant. C'est vraiment un objet passionnant. Ce que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vraiment une grande chance de pouvoir travailler sur ce objet-là parce que comme il est très polémique, il y a vraiment peu d'historiens qui se sont intéressés à l'objet, mais quand on le regarde de plus près, et c'est Pierre-Olivier Widmar qui m'a refilé ce sujet-là, et je le remercie bien beaucoup, parce que c'est vraiment un sujet passionnant, mais c'est un sujet où il y a beaucoup de sources, mais qui ont quasiment jamais été regardées, parce que les synonologues ont beaucoup travaillé, mais ils ont travaillé essentiellement à essayer de démontrer que l'objet existait à Constantinople, je ne sais où, dans le néant documentaire, mais les sources qui existent ne les ont pas intéressées, sauf si elles pouvaient démontrer l'authenticité. Donc en fait, il y a plein de sources à regarder, mais qui commence à l'être, pas que par moi. Il y a un colloque qui a été fait récemment. Il y a un courant dans les années 2010 de recherche pour faire l'histoire sociale de cet objet-là, effectivement, comprendre comment il était considéré au Moyen-Âge. Et le premier point intéressant, c'est que son statut au XIVe siècle est un statut quasiment unique, à ma connaissance en tout cas. C'est un statut de figure ou représentation de relique, puisqu'il n'est pas considéré comme une image, comme une relique, comme le suaire du Christ, mais comme une figure ou représentation, et ce, par son possesseur même, puisque c'est Geoffroy II de Charny en 1389 qui donne la première mention de l'objet dans la documentation. Et cette première mention, en fait, c'est une lettre du pape qui répond à Geoffroy II de Charny. Dans la chancellerie pontificale, on reprend exactement les termes de la requête. Et la requête de Geoffroy II de Charny dit je veux avoir le droit de montrer une figure ou représentation du Saint-Suaire qui a été donnée généreusement à mon père. Et c'est la seule chose qu'il dit sur l'apparition de cette image. Et donc la question pour le Moyen-Âge, c'est pas du tout savoir si l'image est authentique ou pas, si l'objet est authentique ou pas, si c'est le vrai suaire du Christ, mais c'est de savoir quel usage on en fait. Est-ce qu'on le montre, est-ce qu'on le montre pas, est-ce qu'il a sa place dans une église ou pas? Et si on le montre, est-ce que c'est susceptible d'attirer des pèlerins? Exactement. Éventuellement que la papauté accorde des indulgences pour les pèlerins Exactement. Qui iront le voir. Autrement dit, ça s'intègre dans des questions qui sont des questions d'usages sociaux des cultes. D'usages sociaux des cultes et des images en particulier, puisque c'est quand même très particulier. Il s'agit d'une image de relique. Donc, quel statut donner à cette image de relique? On a d'autres images de relique avec des statuts différents. La Véronique fait l'objet de plein d'images devant lesquelles on prie. Mais là, c'est autre chose, c'est qu'on demande des ostensions de l'image de relique elle-même et pas de la relique. Alors, ça pose un problème puisque l'évêque de Troyes est pas du tout d'accord avec ça et lui explique dans un mémoire au pape que il y a eu une première phase d'ostension, que cette phase d'ostension a été conclue par d'ostension, c'est-à-dire on montre l'objet, et a été conclue par une intervention de son prédécesseur. On serait vers 1355-1356 d'après ce texte, qui a découvert que l'image avait été dépeinte sur la commande, pour ainsi dire, du doyen de la collégiale, et que le doyen de la collégiale avait fait faire cette image et faisait courir le bruit que c'était le vrai suaire du Christ, alors que ça ne l'était pas. Son prédécesseur aurait fait l'enquête, et allant sévir, les chanoines auraient rangé en toute vitesse le suaire et l'auraient caché dans un lieu sûr. Ce qui est en plus corroboré par le texte dont j'ai parlé, le texte de Geoffroy II de Charny, puisqu'on a exactement le même récit où l'ordinaire du lieu, donc l'évêque, intervient et fait cesser cette première phase d'ostension qu'on peut dater sans doute des années 1350. La question étant évidemment, et en plus cette première phase est corroborée par les enseignes de pèlerinage qui montrent qu'il y avait bien à ce moment-là un petit statut d'objet de culte de l'objet. Il y a un objet conservé au musée de Cluny qui montre l'objet suaire avec les armoiries de la famille et donc qui témoigne de fait que des pèlerins étaient venus le voir. Les pèlerins venaient et que l'objet avait un statut de relique. Et donc, en 1389, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la famille de Charny, qui est la famille détentrice de l'objet, a battu en brèche et présente l'objet comme une figure ou représentation, ne le présente plus comme un suaire, et c'est l'un des arguments qui, pour moi, montre dans ce dossier d'emblée que le suaire est très probablement, effectivement, selon la version de l'évêque, a sans doute été fait dans les années 1350, parce que on n'a aucune protestation de ce statut d'image. Au fond, la famille de Charny est d'accord pour nommer l'objet image. L'évêque d'ailleurs a un bon argument, il dit s'il y avait eu une image sur le suaire, les évangélistes l'auraient écrit, l'auraient noté. Or, c'est pas dans les évangiles, donc logiquement le suaire, c'est un argument qui a une logique. Oui, là, c'est du
du Langlois Seignobos avant l'heure. Oui, complètement. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, même dans le Langlois Seignobos, peut-être qu'il n'y a pas exactement ces mots-là, mais on trouve déjà les mots de superstition, de tout ça. Donc il fait la critique interne. Il fait une critique qui est une critique qu'on a l'habitude de faire au Moyen Âge, mais qui aboutit pas toujours à une critique aussi virulente. Là, lui, il veut vraiment faire saisir l'objet et que toute dévotion cesse. Alors ce conflit donc initial entre les chanoines et l'évêque va être redoublé par un conflit entre le roi et la papauté. Donc oui. Du coup le suaire devient un objet générateur de tension et du coup générateur d'encore plus d'écrits. Oui, c'est-à-dire que le roi de France, il y a une série d'appels qui sont faits par les deux parties, puisque la polémique a l'air assez violente. L'évêque raconte que dans la région, on dit que c'est par avidité qu'il a fait cette demande, et que d'autres disent au contraire qu'il est trop mou et qu'il devrait être plus dur. Enfin, on sent qu'il y a une grande tension autour de cette affaire. Et le roi de France et le pape sont appelés. Et le roi de France, de manière assez, je sais pas si elle est curieuse, en tout cas elle mérite sans doute d'être notée, décide de trancher l'affaire lui-même et de faire saisir le Saint-Suaire. Enfin, c'est un abus de langage. À l'époque, c'est un drap et c'est une image. C'est certainement pas une relique. Bon, mais décide de le faire saisir et envoie son bailli sur place. Et là, c'est une scène extraordinaire. Ah oui, c'est assez fabuleux. Le bailli raconte le soir même du 15 août 1389 qu'il a passé la journée à Liray, qu'il a essayé de récupérer le drap qui était probablement dans le trésor, donc de la collégiale, et que tout le monde s'est opposé à lui en disant mais non, on peut pas, on n'a pas les clés, on peut pas vous l'ouvrir. Il passe donc toute la journée à palabrer. À côté de lui, il y a le procureur de l'évêque qui lui insiste pour que l'objet soit saisi. Finalement, c'est une perquisition manquée, en gros. Une perquisition manquée, finalement il pose un sceau sur le trésor et il repart en ayant laissé le sceau sur place. Alors on sait qu'ensuite il y a eu quelques petits rebondissements de cette histoire-là, mais d'évidence la façon dont le roi a tranché est intéressante, puisqu'il tranche en reconnaissant les arguments de l'évêque qui dit qu'il y a un risque d'idolâtrie. Donc c'est assez intéressant, puisque en fait il entre dans le dossier pour une affaire vraiment qui le regarde, c'est une question de sauvegarde royale, donc c'est une question administrative où la famille de Charny demande sa protection. Mais ensuite, il va jusqu'à prendre une position sur l'idolâtrie. Alors qu'au même moment, le pape a lui écrit une lettre où il autorise les ostensions. Donc il autorise les ostensions tout en disant attention, je vous les autorise, mais dans certaines conditions, alors ça, sans chant, sans cierge, etc. Ça c'est le dernier rebondissement l'année suivante. Mais au début, il ne donne pas ces conditions-là. En juillet 1389, il dit juste vous avez le droit de faire des ostensions de l'objet, qui est nommé par contre figure de représentation. Et finalement, c'est quand même le pape qui tranche. On ne sait pas comment le roi s'est retrouvé sorti du dossier, mais l'intervention du roi est sans doute plus importante qu'on a pu le regarder, puisque sans doute qu'elle a beaucoup irrité le pape, et sans doute qu'une partie des décisions du pape s'explique par le fait que, et d'ailleurs il l'écrit dans une de ses lettres à l'évêque, que les gens du roi font des empêchements, des entraves à la collégiale de Liray. Donc c'est pas tout à fait normal pour le pape que sa collégiale soit sous le feu de l'administration royale. Donc là il y a un vrai conflit politique. Les rapports sont plutôt cordiaux on est au moment de la papauté d'Avignon, il s'agit de Clément VII et de Charles VI. Et donc on est dans des rapports plutôt cordiaux, puisque c'est le pape d'Avignon, il n'a pas forcément toute l'attitude non plus il est dans une situation assez délicate, donc ça s'est sans doute réglé assez bien. Et finalement c'est réglé par cette bulle du pape, qui est en fait fait l'objet de deux versions, une version assez dure et une version adoucie, dans lesquelles on précise les conditions de l'ostension, et on revient sur tout ce que l'évêque disait, c'est-à-dire l'ostension se fait dans des conditions qui donnent à croire que c'est le suaire du Christ. Il a notamment dit par exemple que les gens les chanoines disaient sanctuaire pour faire entendre aux fidèles suaire. Les fidèles entendant, je le cite évidemment, si peu ces choses-là. Donc comme les chanoines filoutes, il dit, il faudra dire à haute voix et toute fraude cessante, de manière intelligible, que le suaire, ce n'est pas le vrai suaire, mais une figure ou représentation du suaire du Christ. Ce qu'il va adoucir dans une formule où il dit qu'il ne faut pas l'adorer en tant que suaire, mais en tant que figure ou représentation du suaire du Christ, et il précise tout ce qu'il faudra avoir, tout ce qu'il ne faudra pas avoir quand on montre l'objet, à savoir des torches, certains habits, et c'est tout, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet d'indiquer en négatif ce qui est l'apparat normal d'une relique. Donc là, il nous dit ce qui, pour le fidèle et pour l'Église, vaut acceptation de l'authenticité de la relique, à savoir certains habits liturgiques et les torches, qui sont très importantes. Catherine Vincent a fait un livre merveilleux sur la lumière, Fiat Lux, et ce texte montre bien que les torches, c'est très important. S'il y a une torche à côté d'un objet, ça sent la sainteté, quoi. Donc il y a
ce dossier est très intéressant pour la question du statut social de l'image D'autant sainte. que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de reliquaire non plus qui est prévu, alors qu'une relique digne de ce nom, validée comme telle, soit est gardée dans un reliquaire qui peut être serti, on pense à Sainte-Foy de Conques, soit dans un bâtiment lui-même qui va prendre de l'ampleur parce que ça devient un centre de pèlerinage. Pour le coup, le Suaire, on estime que rien de tout ça n'est vraiment nécessaire. On a la mention quand même d'un coffre en 1418, puisqu'en 1418 l'objet va être retiré de la collégiale. Et à ce moment-là, on a un inventaire. Donc, il est dans un coffre et quand même dans du pourpre. Donc, il est quand même mis dans un petit apparat qui Il a une valeur. Il a clairement une valeur. Et d'ailleurs, le texte du 15 août, où on voit le bailli et les chanoines quasiment s'empoigner autour de cet objet, nous montre la valeur très très forte de l'objet pour l'époque. Mais la valeur n'est pas forcément la sacralité, c'est ça. C'est pas forcément la sacralité. La question est de savoir de quel côté de la controverse on se place, évidemment. Mais la valeur n'est pas seulement la sacralité, c'est aussi une valeur, j'allais dire, économique. Et le dossier du XVe siècle, si on veut tirer un peu le fil, est très intéressant de ce point de vue-là, puisque ce qui se passe, donc, c'est que l'objet, pendant la guerre de Cent Ans, est retiré de la collégiale par la famille de Charny, et Marguerite de Charny, qui est l'héritière, ne va pas le rendre aux chanoines, qui vont faire des procès. Et dans ces procès, on voit que l'église tombe en ruine, que la collégiale de Lirey tombe en ruine, qu'ils obtiennent de Marguerite de Charny des rentes annuelles, en compensation de ce qu'ils auraient gagné en dons et en oblations s'ils avaient gardé la relique. Donc on voit presque là mentionné et écrit la valeur de la relique, qui est en fait plutôt une rente qu'un capital, un objet qui fait rentrer de l'argent dans les caisses régulièrement et qui évidemment donne à une collégiale des revenus très 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 importants, mais qui en retour oblige à créer tout un apparat autour de la relique pour qu'elle fonctionne. Donc c'est tout un dispositif qui coûte de l'argent mais qui en rapporte plus, qui doit être mis en place et qui est sanctionné par ce procès où on dit Marguerite de Charny doit payer une rente pour garder l'objet et ne pas le rendre tout de suite. Elle doit payer une rente sur les 3 prochaines années de temps. Donc c'est vraiment un objet, là encore, c'est des pages entières de documentation, donc on est encore sur des choses très très bien documentées. Alors là, on a évoqué toutes ces documentations qui renvoient à cette spécificité, à cette histoire propre de l'objet qui est très singulière. Maintenant, vous l'avez dit aussi un petit peu plus tôt, des reliques au Moyen-Âge et des controverses sur des reliques, ça abonde. Et du coup, comment on peut insérer ce suaire dans le contexte plus large des controverses sur les reliques, des usages sociaux des reliques, en quoi il est à la fois comparable et peut-être différent? Comment vous l'inscrivez? Est-ce qu'il a une singularité ou est-ce qu'on peut finalement le mettre en série avec d'autres et puis il est justiciable finalement des mêmes interrogations? Moi, je trouve qu'il est très singulier. Enfin, pour moi, il est particulièrement singulier pour son statut d'image de relique, qui est quelque chose qui moi m'intéresse au premier titre, puisque je travaille aussi sur les copies du Saint-Suaire, puisque le Saint-Suaire va ensuite rebondir au XVIe siècle dans le Duché de Savoie et faire l'objet de copies, donc de nouvelles copies qui parfois vont devenir des reliques en elles-mêmes. Et là, en fait, on voit avec cet objet-là que pour l'image sainte, il y a une possibilité d'avoir une sacralité à l'image de la relique. Et ça, c'est assez rare, c'est assez dur de le démontrer. Il y a quelques objets qui le prouvent. On a des objets, par exemple, à Saint-Denis, il y avait une tête en or qui représentait la tête du saint, qui était dans la nef, pour ceux qui pouvaient pas descendre dans la crypte. Donc on voit qu'il y a ce type de dédoublement de la relique qui permet de créer un culte, un début de culte autour d'une image. Mais là, c'est très particulier, c'est qu'on fait ostension de l'image en tant qu'image de relique. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble peut-être plus à des pratiques qu'on voit dans le monde orthodoxe autour des icônes, mais qui sont peut-être moins nettement inscrites dans le christianisme occidental. Oui, qui sont moins nettement inscrites. Et puis, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, image de relique pour, là, c'est une question à laquelle la réponse n'est pas si simple que ça. Pour le dossier dont je parle, le dossier de la fin du XIVe siècle, qu'est-ce qu'on entend par image de relique? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'évêque dit, c'est pas une image de relique. Lui, il dit, c'est pas une image de relique puisque le suaire est blanc et présente pas d'image. Donc, c'est pas une vraie image de relique. C'est une image superstitieuse qui fait croire que y a une image sur le suaire alors que c'est pas le cas. Est-ce que dans la bouche de Geoffroy de Charny, quand il demande à faire ostension d'une figure représentation du suaire, est-ce qu'il entend figure représentation d'un vrai suaire qui existe quelque part et qu'il ne mentionne pas? Moi, je crois pas trop, mais ça pourrait après tout. Ou est-ce que il fait mention d'une figure représentation de ce qu'on pourrait imaginer être le suaire du Christ, sans que ce soit forcément un objet concret? Et c'est quand même deux statuts très différents qui répondent à des statuts d'image vraiment très différents et qui répondent aussi à des usages qui sont, à l'époque, on a des mystères de la Passion qui sont très très courants. Le vendredi saint, on va précisément prendre un suaire
et plutôt l'indique pas qu'on va prendre un suaire, on va le poser au port du tombeau pour rejouer la scène de la visite des saintes femmes au tombeau, puisque le Christ meurt, est enterré, il ressuscite, il reste plus que le suaire dans le tombeau. Donc ce suaire, il est dans des usages sociaux, et on a des textes de cathédrales, des inventaires de cathédrales où on parle du linge qui est utilisé, le linge sanglant qui est utilisé pour jouer la passion du Christ. Donc cet objet, au fond, il correspond à certains autres objets de la même époque, et peut-être que le fait qu'il ait réussi à obtenir cette position là d'image qu'on a le droit de montrer est sans doute un cas assez singulier, mais qui révèle, à mon avis, une logique de fond de la capacité de l'image à porter en tant que représentation une sacralité. Et je pense que c'est de fait un objet assez intéressant de ce point de vue-là, qui a pas trop d'équivalent dans le sens où on en fait des ostensions. On a d'autres images de reliques, mais en faire une ostension en tant que telle, c'est un cas qui me semble unique. Ouais. Alors pour terminer, moi je renverrai les auditeurs et auditrices notamment aux travaux de Patrick Geary sur le vol des reliques au Moyen-Âge, qui est un livre fascinant qui montre à quel point il y a une circulation marchande, réelle et aussi imaginaire des reliques dans le Moyen-Âge et le Moyen-Âge central. De votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez suggérer comme piste de lecture? Il y a l'article de Pierre-Olivier Lidmar, on va le mettre en lien sur le site parce qu'il permet déjà de faire une première approche de toutes ces questions. Et d'autres éléments peut-être. Sur le Saint-Suaire, peut-être juste dire qu'il y a les travaux les plus consistants, on va dire, sont ceux d'Andrea Nicolotti, qui travaille à Turin et mais c'est en italien pour l'instant. Je passe trahir de secret, mais des traductions sont peut-être en préparation en anglais. Mais c'est vraiment le texte le plus complet. Et en français, il y a le livre d'Odile Sellier qui date de 92 et qui est encore un excellent livre, qui est très pondéré, très très facile à lire et très pondéré, puisqu'elle-même a participé un peu de ce grand moment de discussion autour du Saint-Suaire. Je crois qu'il y a eu un dossier du magazine L'Histoire également. Oui, tout récemment. Oui, avec Pierre-Olivier notamment. Donc il y a ces quelques références sur le Saint-Suaire. Et sur les objets les objets saints en règle générale, moi mon petit coup de cœur, c'est le Sanguinefort de Jean-Claude Schmitt, qui est un livre vraiment très très intéressant, puisque c'est le récit de comment un chien, un lévrier, a été considéré comme un saint, et comment Étienne de Bourbon, qui est un prédicateur, est arrivé sur place pour faire cesser ce culte en incinérant le chien même, et en interdisant aux gens de se rendre sur le lieu. C'est un cas très très intéressant, notamment parce qu'il dessine un peu ce qu'on a peut-être ébauché ici, à savoir la façon dont le Moyen-Âge lui-même gère ces questions de reliques, et la façon dont l'historien se situe par rapport à ces questions. C'est-à-dire si il se situe dans un point de vue un petit peu trop positiviste, il risque pour le coup de tomber du côté d'Étienne de Bourbon, qui condamne, alors que c'est pas du tout son rôle. Et il risque aussi peut-être de croire qu'il y a une frontière très très nette entre les lettrés et les illettrés au Moyen-Âge, et les rationnels et les irrationnels. Et donc c'est particulièrement vrai pour le Saint-Suaire. C'est un équilibre assez dur à trouver, mais très important, je pense, que de pouvoir faire une histoire sociale dans laquelle on sait qu'on travaille sur un objet très controversé, et dans laquelle on considère que la controverse fait partie de la vie sociale de l'objet. En quelque sorte, une histoire à parts égales, pour reprendre un titre fameux, une histoire à parts égales de ceux qui croient au Suaire et qui n'y croient pas au Moyen-Âge. C'est ça, oui, ce serait ça, pour le Moyen-Âge en tout cas. Et je pense qu'elle est aussi à faire pour l'époque contemporaine, sur à parts égales, ou une analyse symétrique, pour reprendre les mots de Latour et de Lagrange. Elle serait vraiment très intéressante, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés. Il y a vraiment un dossier passionnant sur la syndonologie, qui est vraiment un cas quasiment unique, là aussi, de science d'un seul objet, qui montre qu'on est face à un objet qui était très important au Moyen-Âge, mais qui est aujourd'hui encore un objet qui a une capacité d'agir sociale extrêmement importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.